Sur la première, 7h34, la Suisse ne se soumettra jamais à l'Union européenne. Ça, c'était le cri du cœur lancé par l'UDC en fin de semaine dernière à Wettingen. Il rappelle ce cri du cœur, si besoin était, que notre pays n'est de loin pas encore sorti de l'auberge sur la question européenne, d'autant que le vote du Brexit, on en parlait il y a quelques minutes, a encore substantiellement compliqué la donne. Alors si certains ont depuis le mois de juin visiblement opté pour l'attentisme, d'autres, à l'image de Christophe Blocher, ont profité de la torpeur estivale pour repartir au combat contre ce qu'il appelle une adhésion insidieuse de la Suisse à l'Union. Alors plutôt que la sempiternelle posture, la Don Quichotte et ses éternels affrontements contre les moulins à vent, notre invitée du jour, elle, on va le voir, elle va nous le confirmer, préfère plutôt le wait and see. Le plaisir de recevoir en direct de notre studio de Genève notre ancienne ministre des Affaires étrangères, Micheline Calmiré. Bonjour madame. Bonjour à tous, bonne matinée. Merci d'être avec nous jusqu'à 8h, Micheline Calmiré, pour parler d'Europe, de Suisse et puis d'autres sujets aussi qui sont extraits de la presse du jour. Fin juin, on s'en souvient, dans la foulée du Brexit, vous encouragiez le Conseil fédéral à ne pas se précipiter à Bruxelles, lui conseillant plutôt de voir comment le Royaume-Uni allait négocier sa sortie de l'Union européenne, ce fameux wait and see. Vous le maintenez, il a toujours votre préférence ? Écoutez, je vois pas pourquoi la Suisse se précipiterait à Bruxelles pour aller rechercher des accords, un accord institutionnel et un accord sur l'application de la libre circulation des personnes qui manifestement, on n'a pas encore le résultat des négociations, mais manifestement ces accords seraient loin de répondre aux attentes de la population suisse. Alors, moi, je constate que la Grande-Bretagne a le même problème que la Suisse. Le vote du Brexit est également un vote sur la migration, et la Grande-Bretagne devra trouver un chemin pour accéder au grand marché, pour maintenir son accès au grand marché européen, alors qu'elle a voté finalement contre pour une gestion autonome de la migration, donc en contradiction avec l'accord de libre circulation des personnes. Et la Grande-Bretagne est un pays dont les leviers de négociation sont plus importants que ceux de la Suisse. Elle a un énorme déficit commercial vis-à-vis de l'Union européenne, et donc c'est pas réaliste de penser que tous les liens entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne vont être révoqués. Et donc je pense qu'on serait bien inspiré d'attendre. Moi, j'ai vu ce qui s'est passé avec les négociations sur la fiscalité de l'épargne, auxquelles j'ai participé dans mes fonctions précédentes, et j'ai vu l'attitude de M. Juncker, qui était à l'époque Premier ministre du Luxembourg, et qui a attendu patiemment la fin des négociations de la Suisse avec l'Union européenne sur la fiscalité de l'épargne pour, au dernier moment, demander la réouverture du dossier, parce que la Suisse avait obtenu quelque chose d'intéressant qui intéressait le Luxembourg. Alors je me dis, écoute, laissons faire la Grande-Bretagne finalement, et puis attendons de voir ce qui se passe. On l'entendait tout à l'heure, vous l'avez peut-être entendu, Frédéric Mamaïs nous parlait de cette Grande-Bretagne 2 mois après le vote sur le Brexit. Et jusqu'ici, tout va bien. Enfin, les Britanniques s'en sortent plutôt très très bien. L'économie britannique, ça vous surprend ? Non, ça me surprend pas. Moi, j'ai jamais pensé, encore une fois, qu'il y aurait une révocation de tous les accords du jour au lendemain. Et la Grande-Bretagne et sa première ministre se préparent, élaborent une stratégie, prennent leur temps avant de déclencher les négociations. Chose que nous avons beaucoup de peine à faire en Suisse. Ça veut dire nous avons beaucoup de peine à anticiper, à préparer une stratégie. Alors, on part à Bruxelles et puis on n'a pas vraiment de consensus intérieur. Je pense que la stratégie du wait and see devrait non pas nous laisser complètement passifs, mais pendant ce temps-là, nous avons des tâches à accomplir, à savoir rechercher le consensus intérieur, essayer d'avoir une stratégie suisse face à l'Union européenne, et c'est-à-dire essayer de trouver une interprétation consensuelle à l'application de la libre circulation des personnes. Et je vois là que c'est maintenant entre les mains du Parlement, et qu'au Parlement on parle, on recherche des solutions, on va trouver très probablement des majorités au Parlement et au Conseil fédéral, et c'est bien qu'on ait ce temps qui nous permette de retrouver un consensus intérieur. En plus, je pense que pendant ce temps-là, on devrait accepter et ratifier le protocole sur la Croatie pour préserver l'accord sur
sur la recherche, et puis également décider un certain nombre de mesures domestiques qui permettraient éventuellement, en cas de vote populaire, et je pense qu'il y aura un vote populaire sur cette question-là, d'avoir des chances de gagner le vote. Oui, alors on va y venir sur cette solution consensuelle. Vous avez bien dit le mot qu'on devrait trouver face à Bruxelles. Juste encore un mot sur le Brexit. Vous avez entendu ce sondage. Le Brexit qui est une bonne nouvelle pour la Suisse, avis d'une majorité des participants. Un sondage publié hier par le Crédit Suisse, 1000 personnes. Alors voilà, les sondages valent ce qu'ils valent, mais enfin, ce sont parfois quand même des indicateurs intéressants. On s'en souvient, avant le vote sur le Brexit, c'était sur notre antenne, vous aviez dit éventuellement peut-être que si les Britanniques sortaient de l'Union, ça pourrait être une bonne chose pour les Suisses. Alors, personne n'a encore la réponse. Ce sondage, le Brexit, c'est une bonne nouvelle pour la Suisse. Qu'en dites-vous, Micheline Calmiret ? Écoutez, moi je suis comme toutes les Suissesses et les Suisses. Je suis quelqu'un qui regarde ce qui se passe dans la réalité. Et ce qui se passe dans la réalité, c'est que la Grande-Bretagne se trouve dans une même situation que la Suisse et va devoir trouver des solutions sur une voie qui est analogue à celle qu'emprunte la Suisse. La Grande-Bretagne va être un pays tiers et dans son attitude par rapport à l'Union européenne, dans les négociations qu'elle va mener avec l'Union européenne, moi, je pense qu'elle va jouer pour nous, qu'elle peut jouer pour nous. Elle renforcerait le rôle de la chasse-neige, oui. Ah oui, c'est intéressant. Donc elle irait en éclaireur comme ça, et ça renforcerait la position de la Suisse ? Écoutez, on n'a aucun intérêt à avoir un accord, parce que l'Union européenne nous pousse à avoir un accord très rapide sur les questions institutionnelles, sur la question de la libre circulation des personnes, et elle veut montrer à la Grande-Bretagne que quand on est en État tiers, on va voir ce qu'on va voir, et qu'on ne peut pas espérer d'avoir de gros avantages. Donc je ne vois pas quel intérêt à la Suisse de jouer, elle, ce rôle d'éclaireur. Je vois plutôt l'intérêt pour la Suisse de laisser faire la Grande-Bretagne, de laisser négocier la Grande-Bretagne. Bon, voilà, accepter ce rôle de chasse-neige. Quand vous entendez Christophe Blocher au creux des vacances, début août, déterminé comme jamais à se battre et contre ce qu'il appelle une adhésion insidieuse de la Suisse à l'Union européenne, comment vous prenez ce retour aux affaires estivales ? Écoutez, moi, je ne sais pas ce que vont donner les négociations entre la Suisse et l'Union européenne, en particulier sur les questions institutionnelles, la question de la surveillance de la Cour de justice européenne, la question du rôle de la Cour de justice européenne, la question de la surveillance, de la manière dont la Suisse appliquerait les accords bilatéraux, la reprise du droit européen. Je ne sais pas quels vont être les résultats des négociations. Je pense qu'il faudra attendre, mais pour les informations que l'on a aujourd'hui, je pense que cet accord-là sera très très difficile à avaler pour les Suissaises et les Suisses. Il est question de souveraineté. Je ne vois pas quel intérêt on a à rester en dehors de l'Union européenne si de toute façon on est obligé d'accepter toutes les évolutions du droit européen, la surveillance de la Cour, etc., sans avoir aucun mot à dire. Mais encore une fois, il faudra attendre le résultat des négociations. Et encore une fois, c'est là de nouveau où je vois l'intérêt de laisser faire la Grande-Bretagne, qui maintenant est dans l'Union européenne, et je vois mal qu'on lui enlève tous ses droits de codécision, toute la possibilité d'interagir avec l'Union européenne. L'Union européenne perdrait alors en poids et en attractivité. Ça veut dire que nos diplomates doivent plutôt aller du côté de Londres que de Bruxelles ces prochains mois ? Pas plutôt, mais en tout cas aller à Londres, ça c'est sûr, et je crois que les voyages sont prévus et que le Conseil fédéral a créé un groupe de travail pour réfléchir aux conséquences du Brexit, et que les diplomates ont d'ores et déjà rendez-vous à Londres, et je pense que c'est une bonne manière de faire. Si les Suisses devaient voter aujourd'hui sur un accord cadre institutionnel avec l'Union européenne, il aurait peu de chances d'être accepté. Ça, c'est ce que pense Didier Burkhalter, qui vous a succédé. Il est pessimiste ou il est réaliste ? Je pense que c'est réaliste de penser ainsi, tant que, encore une fois, on ne sait pas le résultat des accords, mais si le ministre des Affaires étrangères dit qu'il est pessimiste sur le résultat d'une éventuelle votation, je vois que l'accord n'est probablement pas celui que l'on attendrait. On attend quand même une solution qui préserve notre capacité de décider. Mais cet accord cadre institutionnel, vous le voyez toujours avec beaucoup de circonspection, sauf erreur. Moi, je suis favorable à ce qu'on institutionnalise les relations avec l'Union européenne, mais pas à n'importe quel prix, pas n'importe comment. Si c'est un accord de protectorat, alors non.
Alors non. Alors je pense qu'on aurait meilleur temps de réfléchir à une autre manière d'interagir avec l'Union européenne. Pourquoi pas entrer dans l'espace économique européen, un espace économique européen élargi avec la Grande-Bretagne, qui aurait un certain droit de codécision, mais pour les informations que j'ai maintenant, je suis comme tous les Suisses et les Suissesses, je n'ai pas d'informations particulières sur l'état des négociations, mais de ce qu'on entend, évidemment, et de la réaction du ministre des Affaires étrangères en disant qu'il y a peu de chances qu'il soit accepté, j'en conclus que cet accord est loin de satisfaire les Suisses. Espace économique européen, ça c'est évidemment une abréviation qui résonne beaucoup aux oreilles des Suisses et des Suisses, ça nous rappelle évidemment 92. La Grande-Bretagne y serait avec la Suisse. Est-ce que c'est une possibilité, ça? Là, les Suisses pourraient dire oui à une entrée en 2016, 17, 18, 19, qui sait, dans les et Micheline Calmiret? Pas tel qu'il est actuellement, mais un espace économique européen réformé, pourquoi pas? Je pense que l'Union européenne, qui a des grandes ambitions, devrait, disons, institutionnaliser le principe de diversité. C'est-à-dire se rendre compte qu'il y a à l'intérieur de l'Union européenne et sur le continent européen des États qui ont envie de coopérer, mais qui ne sont pas tous d'accord sur la manière de le faire. Il y a certains États, je pense aux États fondateurs, qui veulent aller plus loin, qui veulent aller vers une sorte d'État fédéral qui appartiennent pour faire court, c'est en gros ceux qui appartiennent à la zone euro, et il y en a d'autres, en particulier les pays de l'Est, qui ne sont pas si enthousiastes par rapport à un tel projet et qui, eux, sont surtout intéressés par le volet économique, l'accès au grand marché européen, ce qui est le cas aussi de la Grande-Bretagne, mais ce qui est le cas aussi de la Suisse. Et à ce moment-là, en essayant d'institutionnaliser ce principe de diversité, on pourrait aller vers une Europe, non pas à deux vitesses, parce que deux vitesses voudrait dire une intégration à terme, oui, mais à deux cercles différents qui coopéreraient ensemble, et d'un côté l'espace économique européen, de l'autre l'Union européenne. Et pourquoi pas une troisième voie également. Moi, je pense que là, la Suisse a un grand intérêt, on le voit, à participer sur le plan économique, à accéder au grand marché. Et ça, on ne voudrait pas être exclu de ça, parce que pour nous, ça serait gravissime. Et donc, trouver des formules, trouver des solutions. Une revisitée, en quelque sorte, c'est ça dont vous nous parlez. Oui, parce qu'à l'heure actuelle, c'est la reprise dans l'espace économique européen, c'est la reprise du droit européen sans réellement avoir de droit de codécision. Donc, c'est pas non plus une solution à laquelle on souhaiterait adhérer. Politiquement, c'est revisité. Alors là, évidemment, on est en train de faire de la politique fiction, mais c'est tout à fait intéressant et stimulant. Comment imaginer l'UDC réagir par rapport à ça? Est-ce que cette droite-là pourrait dire oui? Ça dépend, mais je pense que pourquoi pas, si les intérêts sont des intérêts économiques, avec l'avantage d'accéder au grand marché et d'avoir un espace de codécision possible, pourquoi pas? Je ne peux pas me mettre à la place de l'UDC, mais de toute façon, vous savez, en Suisse, les majorités par rapport au projet européen ont toujours été les majorités qui ont inclus la gauche, le centre et le PLR, et pas l'UDC. Sur la voie unilatérale, Micheline Calmiret, cette activation de la clause d'urgence qui est pourtant prévue par l'accord sur la libre circulation des personnes, on en a beaucoup parlé, ce n'est pas encore fait évidemment. C'est vraiment la pire des solutions, ça ? Ah non, je ne pense pas que ce soit la pire des solutions. Je pense que ça pourrait être une solution consensuelle en Suisse et que ça pourrait même être une solution qui serait intéressante pour l'Union européenne en tant que telle, parce que vous savez que le principe de libre circulation, ou la manière dont il est appliqué maintenant, rencontre un certain nombre d'oppositions, y compris à l'intérieur de l'Union européenne, et une clause de sauvegarde soft, alors sans contingent et sans quota, serait intéressante pour la Suisse, mais pourrait être également intéressante pour l'Union européenne en tant que telle, et pourrait représenter un peu la solution, la quadrature du cercle, y compris pour la Grande-Bretagne. Et la préférence indigène, même si on met en place des systèmes de préférence indigène régionalisés, ça c'est un mirage ou c'est possible? Je pense que la solution de la préférence indigène est incluse dans une clause de sauvegarde soft. C'est ce que vous appelez clause soft, oui. Oui, c'est-à-dire qui part de la base pour aller vers le sommet bottom-up, telle qu'elle a été formulée récemment par mon ancien secrétaire
secrétaire d'État, monsieur Ambul, et je pense que là, ça pourrait être une solution consensuelle en Suisse. Maintenant, il faudrait que juridiquement, elle soit mise en forme pour que le Parlement puisse se prononcer sur un vrai projet qui soit juridiquement propre, et puis constituer soit un contre-projet indirect à l'initiative RASA, donc une votation populaire, et avec une solution qui pourrait ne pas provoquer l'Union européenne, ne pas fâcher l'Union européenne. Parce que je pense que dans la philosophie du wait and see, vraiment, dans la période d'attente, il ne faut pas fâcher l'Union européenne, pas la provoquer, mais essayer de trouver des solutions qui soient compatibles avec notre accès au grand marché européen. Et en attendant, la seule alternative qui vaille, c'est donc un nouveau vote, étape essentielle. Il faut aussi que les chambres fédérales opposent un contre-projet à cette initiative RASA, Micheline Calmiret. Moi, je pense que ce serait une bonne formule, et encore une fois, ce contre-projet pourrait prendre la forme d'un projet parlementaire qui reprenne cette clause de sauvegarde unilatérale, malheureusement, puisqu'on n'a pas d'accord avec l'Union européenne, mais qui soit compatible avec le principe de libre circulation, ou enfin qui ne soit pas provocatrice.